Alors, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce quatrième webinaire de ProSilva. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous a semblé essentiel et d'autant plus très actuel, celui de la biodiversité forestière. Alors, la biodiversité forestière, c'est aujourd'hui vraiment un sujet qui est au cœur des débats. Mais globalement, sur le terrain, il y a il y a une question qui revient sans cesse, finalement. Comment intégrer cette biodiversité concrètement dans la gestion forestière? Dans nos paysages où les vieilles forêts sont devenues quand même vraiment rares, favoriser la maturité des peuplements et des vieux bois devient un enjeu qui est réellement majeur. Et donc c'est pour ça que dans ce webinaire, nous allons essayer de voir pourquoi finalement ces éléments sont si essentiels au fonctionnement des écosystèmes forestiers, mais surtout comment les intégrer efficacement, que ce soit aussi bien en forêt privée qu'en forêt publique, notamment dans des contextes de sylviculture mélangée à couvert continu. Alors, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenantes et intervenants pour nous éclairer sur le sujet et essayer de comprendre justement pourquoi et comment intégrer tous ces éléments de biodiversité dans la gestion forestière. Alors, on va débuter avec notre première intervenante qui s'appelle donc Céline Amberger, qui est chargée de projet forêt au Seine-Occitanie et donc qui, à l'occasion de la parution d'un guide sur le sujet, se penchera donc sur les points clés de mise en pratique et donc tout ça issu de connaissances récentes. Donc voilà. Et donc notre deuxième intervenant aujourd'hui sera donc Jean-Jacques Bouteau, qui est membre du CA de ProSilva et forestier ONF en retraite. Et donc, il nous exposera l'exemple concret d'un monitoring de la biodiversité forestière qui est réalisé en routine donc sur l'unité territoriale de Brive en Haute-Marne. Et enfin, avec François Le Bourgeois, qui est donc notre troisième intervenant et qui est donc enseignant-chercheur à AgroParisTech, nous verrons comment ces informations, elles peuvent finalement dépasser le seul cadre de la gestion forestière et contribuer notamment à la recherche scientifique. Et donc, ce sera illustré par un exemple d'étude sur une espèce emblématique qui est le blaireau. Donc voilà. Entre chacune de ces interventions, nous prendrons un temps d'échange pour répondre à vos questions que vous pouvez partager donc dès maintenant et tout au long du webinaire dans le chat, que vous soyez sur Zoom ou sur YouTube. Et donc, nous vous remercions d'avance de formuler clairement vos questions afin que Marlène et moi-même puissions les relayer facilement à nos intervenants pendant les temps dédiés. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui se trouvent sur YouTube, je fais juste un dernier petit rappel pour ceux qui nous rejoignent. Je vous demanderai donc de bien garder vos micros et vos caméras coupés pendant tout le webinaire afin d'éviter les interférences. Voilà. Donc, je vous remercie de votre compréhension et aussi de votre présence. Et puis, donc, sans attendre, je vous propose de lancer ce webinaire, ce quatrième webinaire de ProSilva, et donc de donner la parole à Céline Amberger pour la première intervention. Voilà, je vais arrêter le partage et t'autoriser le partage d'écran, Céline. Ça marche. Merci Margot, merci pour cette invitation, puis bonjour à tous. Donc effectivement, comme tu l'as mentionné Margot, l'idée c'était de s'appuyer un petit peu sur l'actualité de la parution d'un guide qui mettait à l'honneur la maturité forestière. C'est pas le bon écran que j'ai partagé, pardon. Je recommence cette manip. Hop, je vais prendre le PowerPoint, ce sera mieux. Ça s'est bien affiché pour vous? C'est parfait. Ok, ça marche. Donc voilà, ce guide qui s'intitule donc Des vieilles forêts aux arbres habitats, pourquoi et comment intégrer les enjeux de maturité dans la gestion des forêts privées. Donc petit guide qu'on a réalisé, qui a été publié en fin d'année dernière, donc coécrit avec Laurent Larieux, Nicolas Gouix et avec le soutien de tout un tas de partenaires qui œuvrent en Occitanie depuis assez longtemps sur la question de la maturité des vieilles forêts. Donc vous avez un petit florilège de logo là en bas à gauche pour indiquer tous ces participants. Donc, la maturité, on va en parler là tout au long de cette présentation. C'est une qualité des écosystèmes forestiers qui s'acquiert avec le temps et qui donne un certain nombre de caractéristiques à nos forêts et qu'on peut apprécier de différentes manières. À l'échelle d'un peuplement forestier, elle est notamment révélée par la présence de vieux bois, donc des gros bois morts qui vont faire plus de 40 cm de diamètre, des très gros bois vivants ou des très très gros bois vivants lorsqu'ils atteignent plus d'1 mètre de diamètre, qu'on va observer en fait dans la majorité des stations. Des dendromicrohabitats, donc ce sont ces singularités morphologiques des arbres,
comme les cavités, du bois mort dans le houppier, des épiphytes, des polypores, et cetera, des champignons. Donc ces caractéristiques, elles vont être, de fait observées dans des peuplements matures, mais ce ne sont pas les seuls. On va observer également dans ces peuplements-là une composition en essence qui va comprendre les essences de maturation, qui sont souvent des essences drygades, mais qui peuvent être aussi des essences post-pionnières en fonction des stations. Des caractéristiques de sol aussi qui vont être spécifiques, en particulier lorsqu'on conjugue, ancienneté et maturité des forêts. Et si on dézoome un petit peu, à l'échelle, d'un massif forestier, ben, en plus de ces caractéristiques qu'on aura à l'échelle de nos peuplements, on va également observer l'ensemble du cortège dendrologique en cohérence avec la station. Donc, en plus des essences de maturation, on aura aussi des essences pionnières et post-pionnières. Et puis, une mosaïque de phases sylvigénétiques, je vais en parler juste après. Dans cette présentation, on va se concentrer un peu plus sur les attributs de maturité, liés au vieux bois, donc c'est pour ça qu'ils apparaissent colorés ici. Donc je parlais des phases du cycle sylvigénétique. Alors, c'est ce cycle sylvigénétique dont on entend parler dans tous les livres d'écologie, mais qu'on a bien du mal à observer souvent sur le terrain, simplement parce qu'il y a pas beaucoup de forêts dans lesquelles, on a laissé suffisamment de temps pour que ce cycle, il s'exprime clairement et entièrement. Mais dans des forêts qui sont en libre évolution depuis longtemps, on a cette succession de faciès de la forêt qui va être liée à l'expression de la dynamique naturelle, à la sénescence, des perturbations, et cetera. Qui va faire que nos caractéristiques évoluent. Par contre, quelque chose qui est important, c'est que la maturité, j'ai indiqué, il y a besoin de temps au démarrage, il y a pas de secret, mais une fois qu'elle est acquise, cette maturité, elle est présente à toutes les phases de ce cycle sylvigénétique. Il va y avoir d'une phase à l'autre des legs qui vont se transmettre et puis il va y avoir des nouveaux éléments de maturité qui vont être, entre guillemets, «recrutés» parce que, bah, du bois va finir par disparaître, mais des arbres vieillissent, donc ça, c'est un flux qui est continu. Dans la plupart des forêts qu'on observe autour de nous, on se retrouve plutôt dans des peuplements qui sont sur une trajectoire linéaire. Trajectoire linéaire parce que, en fait, du fait de nos interventions humaines, le les au fur et à mesure qu'on avance sur cette trajectoire, en fait, on va bien souvent, à l'occasion d'une coupe ou d'une intervention anthropique, en fait, venir, rajeunir notre peuplement, interrompre, cette trajectoire et plutôt que de s'inscrire dans quelque chose de cyclique dans lequel on aurait des legs de maturité de phases précédentes, bien souvent, on repart à zéro et en fait, on reproduit cette trajectoire, de manière en la répétant, mais rarement dans cette dynamique de cycle. Et donc en fait, la maturité, quand on est sur ces schémas de trajectoire eh bien, on va la voir, quand on atteint des stades terminaux, par exemple, hein, des stades, un peu avancés. Donc on va avoir des attributs de maturité qui vont être présents, où on se rapproche de ce qu'on a quand on est dans un cycle sylvigénétique. Par contre, les phases, 1res, les phases pionnières ou de régénération, elles vont fortement différer sur cette trajectoire par rapport à ce qu'on a dans le cycle sylvigénétique et ça, c'est une chose importante à avoir en tête. Dans un cas, on n'a pas d'attributs de maturité, ils ont été retirés. Et dans l'autre cas, eh ben, on va avoir ces attributs de maturité qui, à l'image de l'ensemble des phases, en fait, vont être présents partout. Donc cette notion-là et ces différences entre ce qu'on a dans des forêts qui évoluent librement depuis longtemps et ce qu'on a dans la plupart des forêts qu'on observe autour de nous, elle est assez fondamentale. Alors, pour quelles raisons on fait en quelque sorte un peu tout un pataquès de ces vieux bois? J'essaie de déplacer ma barre, voilà. Et bah, vous le savez pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez familières. On sait que c'est des ressources cruciales pour une grande part des espèces forestières. Donc il y a plus d'un quart d'entre elles qui sont dépendantes, en fait, de bois morts ou dépérissants. On les appelle des espèces saproxyliques et qu'on va retrouver donc soit sur, des bois morts directement, des chandelles, des bois morts au sol ou dans du bois mort qui peut être présent dans des dendromicrohabitats, des arbres, donc dans des cavités latéraux, par exemple, dans du bois mort dans le houppier et cetera. Dans cet endroit microhabitat, certains d'entre eux vont pouvoir accueillir, certaines espèces peu nombreuses et très spécifiques, mais d'autres accueillent des grandes diversités et des grands nombres d'espèces différentes. C'est le cas là, par exemple, du champignon, amadouvier dans lequel, on recenserait près de plus de 600 espèces d'arthropodes qui pourraient s'y développer, qui appartiennent à des familles et variées. Parmi les attributs de maturité, on a aussi les très gros bois vivants, qui vont jouer des rôles aussi spécifiques pour la biodiversité. Notamment parce que, c'est sur ces très gros bois qu'on observe les dendromicrohabitats les plus nombreux, les plus diversifiés et des dendromicrohabitats de grande dimension qui vont être aussi importants pour, plein d'espèces.
Et puis, indépendamment de ces aspects-là, ils ont aussi des caractéristiques morphologiques, notamment des charpentières, des pérennités dans leurs substrats racinaires, d'écorce, et cetera, qui vont permettre aussi à certaines espèces de faune et de champignons d'être préférentiellement présentes. Donc vous avez un petit graphique, sur la droite là qui illustre le lien entre diamètre des arbres et propension à être porteurs d'au moins un dendromicrohabitat. Et donc on observe que plus les arbres sont gros, plus ils ont des chances de porter des dendromicrohabitats, mais que ces seuils de contraction de dendromicrohabitats sont aussi variables en fonction des essences. Et donc avoir de la biodiversité, c'est bien, mais c'est bien aussi et beaucoup parce que cette diversité d'espèces, elle assure des fonctions et que ça va être absolument primordial pour nos forêts. Donc, on sait que la biodiversité, elle participe au recyclage de la matière organique qui permet de relarguer des nutriments à nouveau disponibles pour les plantes, qu'elle participe à la régulation d'espèces qui peuvent créer des dégâts, économiques dans les peuplements, qu'elle participe à la pollinisation des fleurs, à la dispersion des graines et donc à la régénération naturelle. Et indépendamment de, ces fonctions assurées par la biodiversité, eh bien, les attributs de maturité eux-mêmes assurent également d'autres fonctions. Le bois mort en tant que tel, c'est un substrat pour la régénération de certaines essences. Avec les très gros bois, ils stockent du carbone sur du long terme. Le bois mort améliore les propriétés physico-chimiques des sols, joue aussi des rôles par rapport, au stockage de l'eau dans l'écosystème. Heu, j'ai un souci de barre que j'arrive pas à déplacer et du coup, je suis désolée. Assure une protection physique de la régénération vis-à-vis des ongulés. Les très gros bois contribuent aussi à hétérogénéiser la structure verticale et horizontale et donc jouent un rôle aussi dans la stabilité physique, et cetera. Donc je rentre pas dans le détail, je peux simplement, vous avez plein d'éléments, dans le guide par rapport à ces éléments-là, mais s'il y a besoin de le rappeler, en fait, cette biodiversité et ses attributs en tant que tels, ils sont absolument essentiels dans le fonctionnement des écosystèmes. Il y a plusieurs articles qui permettent de l'illustrer, de manière un peu quantitative. Là, je m'appuie sur l'un d'entre eux ici. Donc ici, une étude qui s'intéresse aux cirques et aux liens entre eux, la complexité structurale et la diversité de cirques. Donc une comparaison là, ici, entre des peuplements qui sont, illustrés là avec mon cas 1, qui sont, avec une forte hétérogénéité structurale et en fait qui s'appuient beaucoup sur des questions de maturité, quand on regarde dans l'article et des cas de figure, ici, peuplement 3 par exemple, qui sont des peuplements beaucoup plus simplifiés, beaucoup moins matures et beaucoup moins complexes. Si on regarde ce qui se passe au niveau des cirques qui sont présents dans ces peuplements, eh bien, en fait, donc là, vous avez en abscisse différents groupes fonctionnels ici de type terre syrphidé et donc dans ces forêts qui sont les plus complexes et les plus matures, on va avoir non seulement l'ensemble des groupes stationnels qui vont comporter des espèces, qui vont être représentées, mais aussi un grand pourcentage d'espèces au sein de chacun de ces groupes. Dans notre cas de figure ici numéro 3, donc avec des peuplements plus simplifiés, le nombre d'espèces représentées va être, bien moindre et on a certains groupes fonctionnels qui vont être carrément manquants. Donc voilà, l'idée un petit peu, fil conducteur à garder en tête, c'est que la maturité, elle nous permet d'accueillir plus d'espèces, plus d'individus au sein des espèces, de réaliser davantage de fonctions, mais aussi d'avoir donc de la redondance fonctionnelle autour de ces fonctions. C'est-à-dire, la capacité à avoir plusieurs espèces pour assurer une même fonction et donc d'assurer plus de robustesse à notre écosystème. Donc, on comprend qu'on a besoin d'attributs de maturité pour avoir une forêt qui fonctionne bien. Maintenant, ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait et puis combien d'attributs de maturité en quelque sorte? Le référentiel sur lequel on s'appuie pour essayer de répondre à cette question, c'est, les forêts qui sont les moins perturbées qu'on connaisse, c'est-à-dire les forêts subnaturelles, synonyme de vieilles forêts, qui constituent le référentiel dans lequel la biodiversité, elle a évolué pendant des millénaires et donc on sait que les caractéristiques de ces référentiels conviennent aux espèces qu'on a encore aujourd'hui et à la réalisation de leurs fonctions. Donc, les raisons pour lesquelles on s'intéresse à ces écosystèmes un peu de référence, c'est que ça nous renseigne aussi beaucoup sur ce qui va être nécessaire dans les forêts cultivées pour permettre d'avoir, le moins de dysfonctionnement possible à long terme. Alors, ce référentiel-là de vieilles forêts, malheureusement, il est devenu très réduit, hein, Margot l'évoquait en introduction. Malgré tout, on a quand même quelques peuplements qui nous permettent d'observer quelles sont les caractéristiques spécifiques de ces forêts subnaturelles. Ici, là, je vous illustre, une répartition du volume de bois mort en fonction des différentes phases du fameux cycle sylvigénétique.
en s'appuyant sur des forêts subnaturelles de montagne dans différentes forêts d'Europe tempérée. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, comme je le mentionnais précédemment, en fait, on n'a aucune phase du cycle dans lequel on n'est pas du tout de bois mort. Il y en a partout, systématiquement, et même au moment où cette quantité de bois mort, elle est la plus basse, bah, malgré tout, elle va être tout le temps supérieure à 50 mètres cubes par hectare, si on se concentre ici sur les valeurs médianes. Il y a d'autres moments dans le cycle phylogénétique où le volume de bois mort peut être très important, supérieur à 200 mètres cubes hectare. Mais en tout cas, c'est une constante. Il y a une régularité et une continuité là-dedans. On a tout le temps du bois mort dans ces forêts subnaturelles. Si on s'appuie ici sur des exemples qui sont un petit peu plus locaux, pour nous, il y a eu tout un travail d'inventaire qui a été fait par le groupe d'études des vieilles forêts pyrénéennes qui nous apporte aussi quelques chiffres sur, des volumes de bois mort ou des caractéristiques de ces vieilles forêts. Et donc en s'appuyant là ici sur ces 10 vieilles forêts par exemple, qui est issu d'un 1er travail d'inventaire, on constate que si on regarde les valeurs médianes, on a aussi, et bien, enfin, valeur médiane sur les 10 forêts qui correspond à 100 mètres cubes de bois mort par hectare, donc la moitié des forêts en ont moins, la moitié des forêts en ont plus. On va jusqu'à 230 mètres cubes de bois mort hectare, donc tout ça pour dire que on a une grosse quantité de ces bois morts dans des forêts subnaturelles. Et si on s'intéresse à ce qu'on observe, en termes d'arbres habitat, et ben là, ici, l'ordre de grandeur, dans nos 10 forêts, on a entre 60 à 180 arbres habitat par hectare, donc porteurs d'au moins un type de dendromicrohabitat. Donc c'est pareil, c'est des densités qui sont assez fortes. Dans ces forêts-là, on n'a pas de rupture dans la ressource saproxylique, dans la ressource de bois mort. Elle a beau fluctuer au cours du cycle, on a un flux qui fait qu'on a une continuité dans l'espace et dans le temps. Et ça, c'est un point qui est assez important. Pour autant, on comprend bien qu'on ne peut pas se permettre, dans les forêts où on cherche à avoir une production de bois, on ne peut pas se permettre d'avoir de telles valeurs, de telles densités de vieux bois. Ça semble un peu antinomique avec l'objectif de production de bois. Et donc se pose la question de quel compromis on va chercher à avoir dans ces forêts cultivées. Une 1re, solution qu'on pourrait se poser, c'est de dire: «Bah, en fait, est-ce qu'il ne faut pas sanctuariser ces vieilles forêts qui nous restent et puis se concentrer sur les objectifs de production dans les forêts cultivées sans trop se préoccuper de ces questions de maturité?» Pour se simplifier un petit peu la tâche. Bon, si vous avez bien suivi ce que j'ai exposé juste précédemment, il y a un problème majeur à ça, c'est que la fonction de production des forêts, elle est elle-même dépendante de biodiversité et donc de la maturité. On ne peut pas complètement dissocier les 2. En tout cas à long terme, ça peut marcher à court terme, mais à long terme, on sait qu'on va, au-devant de problèmes de fonctionnement qui vont impacter la production. Il y a une autre problématique à ça, c'est que les vieilles forêts, elles sont donc devenues très, très rares et donc elles vont être dépendantes d'une certaine connectivité. Je vous détaille ça un tout petit peu plus loin. Vous avez ici une carte qui illustre, qui est extrait d'un article là, qui a été publié en 2021, qui cherchait à recenser les forêts primaires et subnaturelles à l'échelle européenne, qui s'appuie sur des inventaires de ces forêts subnaturelles incomplets, donc c'est une image qui n'est pas définitive du tout. Mais on voit d'ores et déjà que, ces petits points, si on se concentre là sur l'Europe occidentale et qu'on met de côté, tout ce qui est en Sibérie notamment, en fait, ils sont quand même très rares dans l'espace, ils sont isolés, ils sont dispersés et en aucun cas on a la connectivité entre ces vieilles forêts. En France, on estime qu'on aurait entre un demi hecta 0,5 et 3 pardon, de la surface forestière qui pourrait être concernée par des vieilles forêts. Là, c'est des estimations qui s'appuient pas, sur des inventaires, de terrain, hein, à l'échelle de la France. En Occitanie, on a la chance d'avoir un petit peu de recul sur ces questions parce que justement, il y a eu des travaux d'inventaire de terrain, depuis 2008 et donc pas mal de connaissances là-dessus. L'inventaire de ces vieilles forêts, il est à peu près terminé dans les Pyrénées et donc on sait qu'on n'a pas plus de 4 de la surface qui est de la surface de vieilles forêts, donc c'est pas beaucoup. En plaine, en Occitanie, on estime qu'il y a moins de 1 de la surface qui est de la vieille forêt et on a carrément des régions forestières entières qui ne comprennent aucune vieille forêt. Donc ces vieilles forêts, elles sont de petite taille, elles sont distantes les unes des autres, elles sont donc menacées d'insularisation et à l'heure actuelle, ce réseau, il est insuffisant pour assurer les rôles de conservation de la biodiversité et des fonctions associées que j'évoquais précédemment. Donc pour ces 2 raisons, ça semble pas pertinent de cantonner la maturité à quelques zones. Il y a Ça s'impose le fait qu'on a besoin, en fait, de maturité partout sur nos surfaces forestières.
Par contre, ce qu'on peut chercher à faire, c'est de moduler le niveau de maturité en fonction des enjeux, en fonction des différentes fonctions, justement. Mais ça fonctionne à condition qu'on ait une bonne connectivité entre nos différents espaces. Donc concrètement, à l'échelle d'un territoire, voilà ce qu'on imagine qui puisse être une solution un petit peu pragmatique pour, chercher ce compromis. C'est d'avoir, au sein d'une matrice de forêt cultivée, d'avoir des espaces de grande surface qui puissent être dédiés à, justement l'expression de tous les processus, qu'on va retrouver là où on a de la libre évolution et sur des grandes surfaces, donc les échanges de gènes, l'expression complète des perturbations naturelles, d'avoir toutes nos phases du cycle cellulaire génétique qui s'expriment et qui va permettre à notre biodiversité, à nos fonctions d'être, un peu à leur maximum en quelque sorte de ce qu'on peut en attendre. Dans la matrice cultivée, on va pouvoir par contre assurer la fonction de production qui nous est absolument essentielle, en tant que société. Et puis, il faut que cette matrice, par contre, elle puisse servir de zone de relais, de zone de transit pour tous les individus qui vont chercher aussi à transiter entre nos différentes, entre nos différentes réserves forestières. Pour avoir des zones de relais aussi intermédiaires, c'est fortement intéressant d'avoir, des petites zones refuges, donc les îlots de sénescence qui vont faire quelques hectares et qui vont jouer des rôles intermédiaires entre des arbres habitats, qui vont être présents, de manière disséminée dans les peuplements cultivés, qui vont jouer des rôles de bouée de secours pour plein d'espèces, à la fois pour vivre, pour certaines espèces à l'échelle de leur cycle de vie et à la fois vont permettre d'assurer un transit d'arbre en arbre, puis d'îlot en îlot, puis de grandes réserves en grandes réserves, de manière à ce qu'on puisse créer une connectivité entre nos différents attributs de maturité à l'échelle des territoires. Donc ce schéma-là, qui vous est certainement familier, parce que ça fait un certain temps qu'il apparaît, à droite à gauche, c'est donc ce qu'on appelle des trames de vieux bois et c'est un des piliers de la gestion intégrative dont vous avez dû aussi, entendre parler. Si on travaille, collectivement à ces trames de vieux bois dans les territoires et ben, on peut s'attendre à ce que nos vieilles forêts, elles ne soient plus insularisées, c'est l'objectif de la manœuvre, hein, et donc elles puissent assurer pleinement, leur rôle de réservoir de biodiversité et de fonctions associées. Et parallèlement, on s'attend à ce que nos forêts de production, elles puissent aussi bénéficier d'un pan de la fonctionnalité qui va être amené dans ces espaces à haut niveau de maturité et de biodiversité que sont les vieilles forêts. Il y a un certain nombre de fonctions qui vont pouvoir aussi bénéficier aux forêts cultivées qui sont connexes et donc elles vont non seulement pouvoir assurer leur fonction de production, mais elles vont pouvoir aussi, on l'estime, mieux fonctionner à long terme en évitant des dysfonctionnements écologiques. Alors voilà pour un petit peu le pourquoi du comment, autour de cette question de maturité. Maintenant, plus concrètement, comment est-ce qu'on met en place ces trames de vieux bois? Hem, je me concentre ici sur un élément, qui s'applique de manière plus récurrente et dans le quotidien des forestiers privés, qui va être, les questions de maintien d'arbres habitat. Il y a d'autres éléments que vous trouverez développés dans le guide, notamment autour des îlots de sénescence que je ne vais pas développer ici. Donc arbre habitat, j'en parle un petit peu depuis le début, donc ce sont des arbres qui sont porteurs d'au moins un dendromicrohabitat. Il peut s'agir d'arbres vivants ou d'arbres morts sur pied et surtout une chose très importante, c'est qu'ils ont vocation à être conservés de manière pérenne dans le peuplement forestier jusqu'à la dégradation totale du bois. C'est pas l'idée d'avoir, des jeux de chaises musicales d'arbres habitat ou d'îlots de sénescence, quand on travaille là-dessus. Ces attributs de maturité, si on les laisse pas aller jusqu'au bout, leur sénescence, de l'expression un peu des processus, ça a pas d'un c'est fort dommage. À quel moment on se préoccupe plus spécifiquement du maintien de ces arbres habitats? Eh bien, on se rappelle de la manière dont fonctionnent les forêts subnaturelles. Les attributs de maturité, ils devraient être présents dans tous les peuplements, quelle que soit la phase, le stade d'évolution de notre peuplement. Et donc ça concerne absolument tous les propriétaires, y compris les propriétaires de peuplements jeunes. Donc voilà, on se rappelle bien que dans les forêts subnaturelles, on a du bois mort en quantité et de manière diversifiée, pareil pour les dendromicrohabitats à toutes les phases. Alors, plus spécifiquement, les moments auxquels on va avoir une attention particulière, autour de ces arbres habitats, ça va être en particulier au moment des coupes, qui est le moment clé où on va, identifier des arbres pour des qualités spécifiques et opérer des marquages. Donc ça se prête très bien à repérer des arbres habitats et avoir un marquage, dédié. Donc classiquement, ça peut être un triangle inversé. On peut avoir,
d'autres choix, c'est pas un souci. Ça peut être aussi éventuellement au moment de travaux, en tout cas des moments où on va parcourir le peuplement d'une manière un peu privilégiée, où on va avoir l'occasion d'observer justement les particularités des arbres. Quelque chose qui est pas forcément souvent fait aussi, c'est de l'inscrire, comme étant, vraiment un objectif qui est visé au sein du plan de gestion, le fait d'avoir une trame d'arbre habitat dans sa propriété. On ça vaut le coup de l'afficher, d'afficher également, une densité d'arbres objectifs, éventuellement d'avoir des cartographies si on a des éléments aussi, à cartographier avec, ben, des densités par type de peuplement, des îles de sénescence et cetera. Le document de gestion, c'est quand même le document qui accompagne la vie d'une forêt, sur déjà 20 ans, c'est déjà pas si mal, qui peut se transmettre de propriétaire en propriétaire, donc ça vaut le coup d'inscrire tous ces éléments-là dans les plans de gestion. L'objectif, c'est donc d'avoir un flux, pour permettre de maintenir un stock constant de ressources, liées au vieux bois dans les peuplements forestiers, même si on ne va pas chercher à avoir un même niveau de vieux bois dans des peuplements cultivés que ce qu'on a dans des forêts subnaturelles. L'idée, c'est bien d'avoir une continuité spatiale et temporelle de cette ressource. Et donc à chaque fois qu'on a l'occasion de faire un démarquage et de repérer ces arbres-là, il faut le faire et il faut chercher à recruter des nouveaux arbres de manière à ce qu'on ait bien ce flux. Alors la question très pratico-pratique aussi qui s'impose rapidement, c'est combien d'arbres on va chercher à conserver? Donc aujourd'hui, on a tendance à retenir et à conseiller un petit peu la fourchette, de compromis ici de 6 à 10 arbres habitat par hectare, qui en fait, qui s'appuie à la fois sur des connaissances scientifiques et à la fois sur du dire d'experts dans l'idée d'avoir quelque chose qui semble un petit peu opérationnel, et qui s'applique à pas mal de cas de figure. On a fait pour, le guide un petit schéma qui s'affiche ici. Je suis désolée, il y a des lignes oranges, je ne sais pas pourquoi elles sont là, mais ce schéma, il a pour but de donner des repères sur, en fait, des densités qui peuvent être recommandées soit par différents référentiels, comme, ce qu'on va retrouver dans par exemple, les référentiels de certification, et des densités sur lesquelles, dans la littérature scientifique, on a des informations sur des effets de seuil pour certains taxons dans différents contextes. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué cette question de densité en fonction du référentiel qu'on considère. On va avoir des chiffres un petit peu différents et la réalité, c'est que, vu la diversité des exigences des taxons et vu la diversité des patterns en fonction des contextes, en réalité, on est bien en difficulté pour avoir une valeur qui soit pertinente systématiquement dans tous les contextes. Donc on conseille une fourchette qui soit un élément de repère à garder en tête, qui est un bon guide. Après, il existe des effets de seuil qui concernent des groupes taxonomiques qui vont être, parfois en dessous, parfois souvent aussi au-dessus de ce seuil-là et ça peut être intéressant d'avoir cette info-là. Donc vous avez ces valeurs-là qui apparaissent pour les arbres habitat, je vous laisserai regarder, tranquillement, dans le guide. On a fait le même travail pour le bois mort, de s'intéresser à ce qui apparaissait dans la littérature sur, enfin soit scientifique, soit de vulgarisation sur des recommandations ou des effets de seuil qui pouvaient être connus de la même manière. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi et de comparer, ces valeurs-là par rapport à ce qu'on observe dans les forêts françaises en s'appuyant sur les chiffres de l'inventaire forestier national. Et donc, si on se concentre sur les bois morts qui font plus de 12 centimètres de diamètre, parce qu'en fait, les valeurs seuil qu'on va avoir dans la littérature scientifique, dans la très grande majorité des cas, elles considèrent, des volumes de bois mort à partir de 10 centimètres de diamètre. Et ben, en fait, dans les forêts françaises, on est aux alentours d'une quinzaine de mètres cubes hectares de bois mort, en cumulant, bois mort sur pied, bois mort au sol, sur ces catégories de diamètre. Et donc on est en dessous quand même de ce dont on a besoin pour une majorité des espèces communes. On ne parle pas ici des espèces les plus exigeantes qui vont avoir besoin de, plus de 100 mètres cubes hectares, mais même pour les espèces communes, on est bien souvent quand même en dessous de seuils, qui seraient à viser. Alors comment est-ce qu'on va chercher à sélectionner ces arbres? À l'échelle de l'arbre, dans un premier temps, le but du jeu, ça va être d'une manière pragmatique de concentrer le potentiel d'accueil du peuplement sur un faible nombre d'arbres. Donc on va chercher à avoir des arbres qui semblent les plus favorables, qui cumulent un maximum de critères favorables à la biodiversité. Et donc toutes choses égales par ailleurs, on va privilégier les essences autochtones, les plus gros et les plus vieux arbres, les arbres qui sont porteurs de plusieurs types de dendromicrohabitats ou de dendromicrohabitats rares ou de grandes dimensions. Et puis les arbres, de plus faible valeur économique, qui ne vont pas poser de soucis de sécurité.
Une chose importante, en l'absence d'arbres habitat dans les peuplements, ce qui concerne beaucoup de nos peuplements en forêt française, on va chercher quand même à ouvrir l'œil pour repérer des arbres habitat potentiels qui vont avoir une ou certaines des qualités là dans la liste, précédente. Peut-être ça va être, quelques gros arbres, fourchus qui vont être présents dans les peuplements ou ça va être, des essences autochtones qui dans des peuplements qui vont être dominés par des essences allochtones. En tout cas, il y a un enjeu à ne pas à casser un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est dans des peuplements jeunes qui n'ont pas d'arbre habitat, on n'en repère jamais, on n'en identifie jamais et on les coupe avant qu'ils aient pu atteindre des âges qui leur permettent facilement de développer des caractéristiques intéressantes pour la biodiversité. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi cette notion d'arbre habitat potentiel à l'esprit. Pardon. À l'échelle du peuplement, au-delà de ces caractéristiques-là, à l'échelle de l'arbre, c'est important d'avoir en tête le fait de chercher à maintenir une diversité d'arbres habitats, à la fois des arbres habitats qui soient vivants et à la fois des arbres habitats qui soient morts sur pied, des dendromicrohabitats qui soient variés, d'avoir des essences aussi, qui soient différentes, en particulier quand on est dans des peuplements mixtes, d'avoir aussi des arbres habitats parmi les arbres feuillus et puis les conifères, parce qu'à chaque fois on a des communautés d'espèces qui vont être différentes. Et puis, sur le bois mort d'une manière générale, d'avoir, des bois de stades de décomposition différents, de tailles différentes, exposés différemment au soleil, enfin c'est-à-dire, couverts ou pas par les houppiers, des essences différentes et cetera. Toute cette diversité, elle est assez importante pour avoir une diversité d'espèces. Sur leur répartition spatiale, il faut bien garder à l'esprit que plus ils vont être, disséminés et répartis, plus les distances entre les arbres, elles vont être réduites et donc pour les espèces qui ont des faibles capacités de dispersion, on va maximiser leurs chances de pouvoir se déplacer d'un arbre à l'autre. Quand on a un petit peu de marge de manœuvre en termes de nombre d'habitats qu'on conserve par hectare, ça peut être intéressant d'avoir à la fois des arbres disséminés, à la fois des arbres en bouquet, parce que l'agrégation de ces arbres-là, elle va être intéressante pour certaines espèces. Et puis par ailleurs, d'avoir des arbres en bouquet, ça va appor ça il y a aussi une certaine facilité dans certains contextes pour la gestion. Ça va être plus stable mécaniquement, que d'avoir des arbres disséminés, donc les 2 sont des options qui peuvent être, assez intéressantes et complémentaires. Alors quand même un petit mot pour parler des particularités de la SMCC vis-à-vis de ces problématiques d'arbres habitat. Il y a un cadre qui est globalement propice et ça, il faut vraiment, partir de ce principe et jouer avec ce fait qu'on s'inscrit dans quelque chose qui est plutôt favorable. En particulier parce qu'on s'appuie sur la dynamique naturelle et donc on va laisser aussi, pas mal de place au processus, notamment de maturation de s'exprimer. On est dans une sylviculture dans lequel on va reconnaître des valeurs individuelles aux arbres, qu'elles soient économiques, qu'elles soient pour la biodiversité, qu'elles soient pour différents aspects et donc on peut se permettre de prendre du temps pour regarder et s'interroger sur les valeurs écologiques des arbres. Donc pour repérer des arbres habitats et pour différencier des valeurs suivant les arbres, on est dans un cadre qui convient bien. On est aussi, souvent, en tout cas c'est l'objectif, dans des systèmes sylvicoles où les arbres vont avoir des fortes valeurs ajoutées, où on vise en tout cas, voilà une bonne rémunération à l'échelle individuelle des arbres et donc ça peut donner plus de marge de manœuvre pour maintenir des arbres habitats parce que la valeur économique du peuplement, elle repose pas forcément sur, un trop grand nombre d'arbres. Ça marche dans certains contextes, et puis, ben, voilà, il y a ce côté sylviculture, continue avec, pas de coupe rase et donc on n'a pas une rupture brutale au niveau du couvert et donc c'est plus facile de pas avoir de rupture brutale dans cette ressource saproxylique, dans cette ressource liée au biobois notamment. Pour autant, il y a un certain nombre de choses qui peuvent amener des questions ou des difficultés qui peuvent se présenter. Pour moi, l'une des principales, c'est que dans certains contextes, on peut être amené à travailler avec des surfaces terrières d'équilibre qui peuvent être, très faibles. Parce qu'on a ce défi d'avoir, tout point de l'espace, ben, à la fois des arbres de qualité, et donc relativement âgés et puis aussi de permettre à la régénération de venir s'installer, donc ça implique aussi des contraintes en termes de surface terrière, qui font qu'on peut se poser la question dans certains cas, quelle place il reste pour nos arbres habitats? Je vous ai fait afficher ici là un petit diagramme, qui date maintenant, mais qui était un peu des surfaces préconisées, des surfaces terrières d'équilibre dans des peuplements en irrégulier il y a quelque temps. Je Je dis qui date parce que, on a discuté de ça récemment avec, Nicolas Luigi qui m'expliquait que justement il y avait des valeurs et des éléments de cadrage par rapport à ça qui sont en train d'évoluer et je pense que ça va dans le très bon sens.
Mais voilà, quand on a une surface terrière d'équilibre à 10 mètres carrés hectare ou 12 dans des peuplements de chênes, par exemple, eh ben, c'est quand même assez compliqué d'avoir dans ces arbres-là, qui constituent la surface terrière, aussi suffisamment de place pour avoir des arbres habitats dans des proportions que j'évoquais précédemment. Et puis bon, bah, la difficulté qui s'adresse à tous les gestionnaires forestiers, que ce soit en SNCC ou ailleurs, c'est comment est-ce qu'on s'approprie en gestion courante et un petit peu dans notre quotidien de forestier, les densités objectives dont je vous parle précédemment. Comment est-ce qu'on se forme aussi à la sélection de ces arbres? Il y a différentes choses, hein, quand il faut hiérarchiser par exemple entre des types de dendromicrohabitats, ça sous-entend qu'on soit un petit peu formé, qu'on ait un petit peu de connaissances aussi, autour de tous ces objets-là. Quelques chiffres clés à retenir avant d'ouvrir un petit peu le champ des questions, avec vous. Hem, Cette trame de vieux bois, donc si on la regarde d'un point de vue, plus concrète, voilà un petit peu les valeurs qui pourraient être, le fil rouge de ce qu'on chercherait à avoir. Donc idéalement, plus de 50 mètres cubes par hectare de bois mort, diversifié sur l'ensemble de nos parcelles de forêts cultivées. 6 à 10 arbres habitat par hectare. Des à l'échelle de nos paysages, donc des grandes surfaces de réserves forestières dans lesquelles il n'y aurait aucune intervention sylvicole qui ferait chacune de ces réserves ferait plus de 20 hectares, hein, c'est un petit peu souvent ce seuil qu'on considère pour les réserves. Et puis, régulièrement dans l'espace, eh bien, des îlots de sénescence de plus de 2 hectares qui seraient présents pour assurer ces rôles, un petit peu d'habitat refuge relais entre les réserves et les arbres habitats. L'idée, ce serait que l'ensemble de ces attributs de maturité, qu'on va observer à la fois dans les îlots de sénescence, à la fois dans les réserves et à la fois à travers les arbres habitats, ça occupe à peu près 20 de la surface. C'est un seuil qui revient souvent, vers lesquels il y a un certain nombre d'études qui convergent pour indiquer qu'à l'échelle des paysages, d'avoir ces niveaux de surface qui soient favorables, aux espèces à travers ces éléments de maturité, ce serait un seuil fonctionnel à viser. Et donc voilà une dernière diapo avant de conclure. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils quand même qui sont existants, qui ont été développés pour aider le sylviculteur à s'approprier ces notions-là et à les mettre en pratique dans sa gestion courante. C'est un petit peu pêle-mêle, mais donc vous avez, un petit film qui présente les enjeux de la gestion intégrative, pardon, qui est visualisable sur YouTube. Vous avez, un ouvrage de référence qui rentre un peu plus dans le détail que ce qu'on a fait nous dans le petit guide justement sur, les connaissances scientifiques autour de la gestion intégrative. Donc le petit guide qu'on vous a mentionné, et donc sur lequel je m'appuie ici pour vous faire cette présentation, qui est téléchargeable librement sur le site du CNE Occitanie. Il y a eu, l'an passé aussi un petit bouquin qui est intéressant, qui a été écrit par un forestier allemand sur une mise en pratique de cette gestion intégrative, en vue de la conservation de la biodiversité dans un contexte de forêt d'État et qui, donne plein de petites recettes un peu pratiques et qui se lit assez facilement. Autour des dendromicrohabitats, il y a des super guides de poche qui sont existants, qui sont téléchargeables aussi librement, qui sont sur du format pratique à emporter avec soi sur le terrain. Il y a des petites vidéos qui ont été réalisées aussi pour, aider à mieux cibler les particularités de chacun des types. Autour de la maturité, il y a l'indice de biodiversité potentielle qui est un bon outil qui permet aussi de caractériser la maturité des forêts, hein. À l'heure actuelle, il y a un plan national d'action autour des forêts subnaturelles, qui définit des critères pour être capable de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une forêt subnaturelle et qui s'appuie en grande partie sur les critères de l'IBP. Donc, faudrait dire que la maturité est quand même au cœur de cet indice aussi. Donc voilà, pour conclure, la maturité, c'est une qualité qui est absolument cruciale dans le fonctionnement des écosystèmes, qui est actuellement insuffisante dans nos forêts françaises pour assurer, son rôle de maintien de la biodiversité et de fonctions associées. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance politique européenne, des enjeux qui sont associés à cette maturité et donc on pointe davantage du doigt l'urgence à agir pour, restaurer des trames de vieux bois dans les forêts. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on a pu réaliser ce guide. Et donc le sylviculteur, il a tout intérêt à augmenter la maturité dans les forêts qu'il gère. Ça dessert également des fonctions de production et il a aussi une responsabilité à préserver l'héritage de maturité, qui est d'ores et déjà présent lorsqu'elle est présente.
et dont les enjeux dépassent son échelle individuelle. Ça, c'est aussi important, cette notion de responsabilité, parce que la maturité, il faut un temps long au démarrage pour l'acquérir, souvent plus de 100 ans. Et donc, mais par contre, en inaction de sylviculture, ben, on peut repartir à zéro sur notre trajectoire que je vous ai illustrée précédemment. Donc, avoir conscience des enjeux de la maturité, ça permet aussi de prendre ses responsabilités pour dire, bon, ben, je suis face à un héritage. C'est important aussi d'agir en conséquence pour pas mettre à mal complètement cet héritage. Il y a encore plein d'inconnus autour de tout ce qui tourne entre les liens biodiversité, fonctionnalité, maturité. Malgré tout, les connaissances, elles augmentent progressivement. C'est quand même un champ de recherche qui est de plus en plus exploré et sur lequel on y voit de plus en plus clair. Et donc, du coup, les recommandations et les outils pratiques, ils se déploient aussi en parallèle, avec tous les outils que je vous ai présentés précédemment. Et donc, à chacun à son niveau de s'en saisir pour qu'on essaye collectivement de progresser sur cette thématique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'arrête le partage et je vous laisse la parole pour... Super, merci beaucoup Céline pour cette super présentation. On a eu plein de questions. Alors je vais laisser la main à Marlène si tu veux bien Marlène pour relayer les questions. Oui, merci Margot, merci Céline. Et merci à vous d'avoir posé vos questions aussi sur le chat. Peut-être on peut commencer par les quelques questions sur les arbres habitats. Il y avait quelqu'un qui demandait, en l'absence de données naturalistes, est-ce qu'il faut varier les stratégies de marquage en fonction des types d'endro-micro-habitats? Et est-ce que certains d'endro-micro-habitats sont plus pertinents en bouquet et d'autres plus disséminés dans l'espace? Alors, sur la première question, en absence de données naturalistes, alors effectivement, enfin, et d'une manière générale, l'idée c'est de se dire, parce qu'effectivement, dans certains cas, on sait qu'il y a certaines espèces qui sont présentes, et donc c'est intéressant d'en tenir compte aussi quand on connaît leurs habitats pour avoir une offre de ressources qui soit bien liée à ces espèces présentes. Néanmoins, d'une manière générale, il faut chercher à, à faire quelque chose qui soit pas trop taxon-centré, qui profite à la biodiversité d'une manière générale. Et en particulier, on s'intéresse aux espèces qui ont le moins de capacité de dispersion, en se disant qui peut le plus peut le moins. Et donc, on va chercher à avoir en particulier une forte densité des dendromicrohabitats qui vont être utiles. Ça va être souvent pour les coléoptères, par exemple, des coléoptères de saproxyliques qui vont se déplacer avec assez peu de capacité pour rejoindre une cavité athéro à une autre, par exemple. Donc, toutes ces espèces qui ont des faibles capacités de dispersion, tous les dendromicrohabitats associés, on va chercher à avoir des densités qui sont assez fortes par rapport à ça. Et donc, alors, je ne sais pas si la question sur le marquage, c'était sur des questions de densité ou... Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit un petit peu, qui peut le plus, peut le moins, en tout cas. Et effectivement, il peut y avoir certains types de dendromicrohabitats qui peuvent être plus pertinents à maintenir en bouquet que de manière disséminée. Et là-dessus, il y a une référence qui est intéressante qui a été publiée l'an passé par Laurent Larieux et des collègues et que vous avez dans le guide et qui s'appuie en fait sur les tendances qu'on observe dans les forêts subnaturelles. Enfin, en tout cas, voilà, ça s'appuie sur le fait de dire que typiquement, il y a des cavités, notamment des loges de pics, qu'on va pouvoir observer souvent d'une manière groupée. Et ça va être intéressant de chercher à regrouper cette tendance. Et d'autres dendromicrohabitats qui vont pouvoir être présents d'une manière davantage disséminée. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais je vous invite à lire cette présentation. Je pourrais transmettre la référence et elle est présente dans le guide. Cet article, pardon. Toujours sur les arbres habitats, il y a une personne qui demandait est-ce qu'en attendant l'apparition d'habitats, on peut placer par exemple des cavités artificielles, des nichoirs, des loges? Est-ce que c'est utile? Euh, Moi, j'ai pas une vision exhaustive des retours d'expérience là-dessus. De ce que j'en sais, c'est pas toujours très efficace. Ça peut pallier peut-être très momentanément. Ça peut marcher certainement pour certains groupes taxonomiques. C'est des choses qui se font notamment par rapport aux chenilles processionnaires, d'augmenter un petit peu l'offre, par exemple en nichoir pour des espèces qui vont être prédatrices des chenilles, etc. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a plein d'espèces en fait qui vont être présentes par des effets de succession de cortèges. Par exemple, le bois mort, quand il va mourir, il va passer par différents stades de sa proxylation. Et donc, il y a certains dendromicrohabitats qui vont être associés à des stades pionniers, enfin des stades initiaux de décomposition du bois, d'autres qui vont être associés à des stades intermédiaires puis finaux. Et en fait,
il y a pas mal, il y a pas mal de cortèges qui ont besoin que les stades initiaux se soient déroulés pour pouvoir venir et être présents sur les stades finaux. Donc il y a des questions de succession, de transformation de l'habitat. Et si on arrive et qu'on a simplement euh, une loge, par exemple, ou un nichoir, ça va permettre à une petite partie de la biodiversité qui dépend des loges d'être présente, mais pas à l'ensemble. La loge, elle va évoluer dans le temps dans un arbre. Ça va être différent si on arrive avec des habitats artificiels. Donc, pour faire court, peut-être très spécifiquement pour certains taxons, mais pour la biodiversité d'une manière générale, c'est vrai qu'il vaut mieux miser, je pense, sur ces éléments de maturité qui vont évoluer aussi et apporter une diversité de ressources. Super. Alors, il y avait pas mal de questions aussi dans le chat en ce qui concernait la question de la connectivité spatiale sur le schéma que tu avais montré, Céline, des trames. Alors, tu as répondu à certaines questions dans la deuxième partie de ta présentation, mais il y avait quand même une personne qui demandait comment faire s'il n'existe plus de vieilles forêts d'au moins 20 hectares dans certains territoires où il y en a qui dépassent même pas une dizaine d'hectares. Mm, mm. Ben, il faut commencer toujours quelque part. Et donc, c'est pas grave. Enfin, on prend la forêt, c'est toujours une part d'héritage et puis une part de projet où on se projette dans l'avenir. Et donc, là où il y a plus, que ce soit à l'échelle des réserves ou à l'échelle des peuplements de maturité, alors c'est certain que il va falloir des temps d'autant plus longs qu'on part de plus loin. Mais malgré tout, l'idée, c'est de chacun à son échelle œuvrer pour ramener progressivement ces arbres habitats. Alors, c'est sûr qu'il ne suffit pas d'avoir les habitats pour avoir les espèces et les fonctions associées. Et plus on est loin de réservoirs de biodiversité, plus ça va être long pour que dans les peuplements cultivés, on ait aussi ces espèces qui reviennent. Malgré tout, ben, on a le temps en quelque sorte. Enfin, on a le temps. Il faut le faire le plus tôt possible. Mais si on ne démarre pas un jour, ben, en fait, on n'aura jamais cette maturité qui va arriver. Donc, là où on n'a pas de réserve, c'est pas grave, en quelque sorte. Enfin, les îlots de sénescence, ça joue déjà des rôles qui sont assez importants. S'ils sont bien répartis dans l'espace et quand on arrivera à avoir une trame qui sera de plus en plus efficace, ben, les îlots vont permettre aussi de connecter les grandes réserves, même si elles sont distantes. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à avoir. D'accord. C'est Merci, un peu, merci beaucoup. c'est un peu succinct, mais Oui, bah, c'est vrai que là, on est un petit peu pris par le temps aussi, mais je propose qu'on fasse un peu une pause dans les questions-réponses et qu'on laisse la place à Jean-Jacques pour nous faire sa présentation. Et vous pouvez continuer à marquer vos questions dans le chat et on les prendra à la fin du webinaire s'il nous reste un petit peu de temps. Jean-Jacques, est-ce que tu es prêt? Oui, si vous m'entendez, là, c'est bon? Oui, Ouais. on t'entend très bien. Ok. Je vais partager mon écran, Jean-Jacques, pour qu'il y ait la présentation. Ouais, c'est Hop, ce qu'on avait dit. Ouais. c'est parti. Fenêtre. Voilà, si tout va bien, vous avez la présentation. Merci Margot, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. En préliminaire, je remercie aussi Laurine Olivier enfin, qui a pris la suite comme responsable à l'unité territoriale de Brive, donc avec qui j'avais demandé si je pouvais présenter cette démarche-là que j'ai initiée quand j'étais en activité. Donc je la remercie. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner un exemple de suivi de la biodiversité sur l'unité territoriale d'Auberive, hein, qui a été mis en place au début des années 2010, enfin, à partir de 2010, on peut dire ça comme ça. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, j'ai 15 minutes, tu vois. Donc, je vais faire une présentation de l'UT. On va parler de la biodiversité remarquable, la biodiversité ordinaire et puis les résultats qu'on a obtenus. Voilà. Donc, euh, la diapo. Donc, l'unité territoriale, c'est 16 500 hectares. Auberive se situe au sud de la Haute-Marne, elle est en limite de la Côte d'Or. Donc, et l'unité territoriale est située complètement dans le parc national de Forêt, avec les deux tiers de la surface qui est en cœur de parc aujourd'hui. Donc, dans ces... enfin, l'existence du cœur de parc n'est pas incompatible avec la gestion de la forêt.
Et on peut noter la présence de la réserve biologique intégrale du bois des Ronces, en forêt domaniale d'Aubrive, qui fait 230 hectares, où il y a un recul de 50 ans sans exploitation, donc ce qui est loin de ce que Céline nous a présenté tout à l'heure avec des forêts subnaturelles. Donc on est sur un plateau calcaire de 300 à 500 mètres de haut, d'altitude, et en limite tête de bassin versant, donc versant bassin de la Seine et puis la Rhône Méditerranée. Euh, Pluviométrie assez abondante, enfin, plus ou moins bien répartie maintenant, avec des écarts assez importants donc, qui sont dus à l'évolution du climat. Des sols qui sont en mosaïque, avec une grosse variation spatiale. Donc, ce qui est une grande caractéristique de ces forêts, c'est l'importance du nombre d'essences. On a entre 12 et 14 essences en moyenne par parcelle. Euh, des enjeux écologiques forts, avec des habitats rares, et très à scolopendres, et très sèches, et très froides, des habitats, des marais tufeux. Le cœur de parc, j'en ai parlé. Et puis, un autre élément important, la conversion en sylviculture mélangée à couvert continu a débuté depuis plus de 30 ans sur ce massif, avec notamment sur les forêts du Sicfra. Oui, mais c'est pas possible. Il était là depuis le début, non? Bah non. Allô? Merci Margot. On peut passer à la diapo suivante. Donc, il y a un document qui s'appelle, à l'Office national des forêts, il y a un document qui fait référence, qui s'appelle l'aménagement forestier. Et donc, il y a un certain nombre de points qui sont abordés. Et parmi eux, il y a tout ce qui concerne la biodiversité. Donc, j'ai parlé du cœur. Sur les zones de cœur, il y a des cibles patrimoniales, donc des habitats à prendre en compte dans la gestion. Euh, on décrit les SNIEF 1, on a la localisation et la liste des sites Natura 2000, les arrêtés de protection de biotopes, et donc, dans le cas de l'unité territoriale d'Aubrive, il y a la réserve naturelle régionale de Villemauron et la présence d'espèces protégées remarquables. Donc toutes ces informations-là sont présentes dans le document d'aménagement. Et donc, dans les espèces protégées remarquables, on a le sabot de Vénus, le pyx cendré, damier du frêne, donc c'est l'un des derniers bastions de ce papillon en France, et du grand murin, et puis, bien sûr, la cigogne noire. Margot. Euh, Tout ça ne se fait pas tout seul, là, de synthèse d'informations. Euh, il y a un gros travail qui a été fait avec les naturalistes locaux qui connaissent très bien les forêts et c'est important d'échanger avec eux pour avoir des informations. Et à chaque aménagement, on a un moment privilégié avec eux pour faire le point on liste un peu les originalités d'habitats, d'espèces présentes, de milieux, et ça aboutit à avoir des cartes. Donc, il y a aussi dans les aménagements euh, la mise en place de la trame de vieux bois, donc, qui sont constitués par les îlots de sénescence. Donc, dans le cas du SICFRA, on a 6% et 4% d'îlots de vieillissement. C'est en train de monter petit à petit. Euh, voilà, donc on est assez loin des chiffres que Céline nous a présentés, mais bon, ça a le mérite d'être là. Et on a veillé aussi à avoir des îlots qui sont distants au maximum de 1 kilomètre entre eux. Euh, et bien sûr, il y a les opérations de désignation d'arbres habitat au cours des martelages. La diapo suivante. Donc, il y a des réseaux de placettes permanentes qui ont été installés sur les forêts du Sicfra, par exemple. Et au dernier passage, on a remis, enfin, c'est le principe des poupées russes. Donc, on a 1054 placettes qui sont dédiées au suivi sylvicole. Euh, sur ces 1054, il y en a 439 où on a mis en place le protocole dépéris pour suivre l'évolution du dépérissement des arbres et la mesure du bois mort. Et donc 221 placettes sur les 1054 où on a mis en place le protocole PSDRF
pour avoir une idée enfin, un inventaire des dendromicro-habitats pour savoir ce qui se passe sur ces forêts. Donc tout ça, c'est aussi pour avoir un petit élément de comparaison par rapport à ce qui se passe dans la réserve intégrale qui est juste à côté de la réserve du Bois des Ronces. La diapo suivante. Donc tous ces éléments-là sont accessibles aux techniciens. Donc j'ai pas dit, mais l'équipe de l'UT d'Auberive, c'est 10 techniciens. Ce sont des forestiers normaux de base, c'est pas des surhommes ou des surfemmes. Et ces informations sont intégrées dans la préparation des martelages euh, pour, euh, pour prendre en compte justement tous ces aspects de biodiversité, de milieux associés, enfin tout ce qui peut faire que pour prendre en compte ces éléments intéressants et originaux. Diapo suivante. Donc on a mis en place depuis 2010 des relevés systématiques qui sont faits en martelage. Donc le martelage, c'est une opération où il y a 5 ou 6 paires d'yeux qui scannent le milieu forestier. On voit plein de choses. Et en plus de l'opération de martelage, on s'est dit, ben, on a voulu tester la possibilité de faire des inventaires en même temps que le martelage. Donc, on, on s'est dit, ben, on va tester. Et donc, l'idée, c'est de faire un inventaire à chaque fois qu'on passe en martelage. Donc, une parcelle donnée, si on repasse 10 ans après dans cette même parcelle, on va refaire le même inventaire. Et cet inventaire va annuler et remplace l'inventaire précédent. Euh, Diapo suivante. Donc, les relevés au fur et à mesure, on a relevé un certain nombre de choses enfin, qui sont venues s'ajouter. Euh, donc, il y a évidemment les arbres habitats vivants et morts debout et au sol, enfin, qui sont saisis sur nos terminaux de saisie avec les arbres qui sont martelés. Et sur ces forêts où il y a une grande diversité d'espèces, on s'est dit, donc il y a des essences comme l'alisier terminal, par exemple, qui est très présent mais très diffus dans la forêt et on le capte mal sur les placettes permanentes. Eh bien, on s'est dit, ben, on va peut-être les inventorier au cours du martelage parce on les voit quasiment tous. Il y a certainement une marge d'erreur, mais on fait un inventaire de ces essences disséminées. Et donc, chaque essence a un diamètre de précomptage qui est différent. Sur l'exemple de la lisier terminale, on sait très bien qu'on n'aura jamais d'un lisier terminal de 70, par exemple, de diamètre 70. Donc, on commence à 30 cm pour les fruitiers. Et puis, donc, on mesure jusqu'à 50, 60, enfin, même 50, des 60, il n'y en a quasiment pas. Voilà. Donc, pour chaque essence, on a des diamètres de précomptage différents. Euh, On s'est intéressé aux loges de pique noir. Donc, au départ, c'est pas forcément pour l'espèce, mais c'est parce qu'il y avait des discussions assez animées entre les marteleurs qui souhaitaient garder les loges de pique noir et d'autres qui n'avaient pas cet avis-là. Et donc, à un moment donné, enfin, ça pouvait créer des discussions vraiment parfois pénibles aussi. Et donc, on s'est mis d'accord au bout d'un moment pour dire, bah, on va les inventorier et puis on saura combien il y en a, quelle est la menace sur l'impact économique du pic noir dans nos forêts. Euh, on inventorie, on localise les aires de rapaces et les terriers de blaireaux, les tessonnières. Les zones à lichen pulmonaria, donc c'est un lichen qui est très sensible à la pollution atmosphérique et qu'on trouve dans nos forêts. Et puis les arbres porteurs de polypodes vulgaires, les aubépines et les houes d'un diamètre supérieur à 15. Donc un certain nombre de compartiments qui sont accessibles. Donc le hou, il n'est pas très présent dans nos forêts. Donc on veut inventorier les gros houes. Voilà. Donc cette liste-là, enfin je répète, c'est un exemple. Hein, c'est des choses à adapter dans différents contextes. Hein, c'est des choses qui correspondent, enfin qui nous semblaient intéressantes à suivre dans le contexte dans lequel on travaille. Voilà, Margot. Donc les arbres habitats, enfin pourquoi on fait ces relevés? Donc suivi de la trame de vieux bois pour les arbres habitats, donc en complément des îlots.
Les ressources rares, c'est la connaissance du stock des gros diamètres et de leur localisation. Euh, Ça permet de connaître l'abondance des très gros bois et des très très gros bois, ainsi que les arbres remarquables sur un massif de plus de 16 000 hectares. Les loges de pic noir, c'était donc, comme je l'ai dit, discussion dans l'équipe de techniciens. Euh, la connaissance des aires de rapace a permis la mise en place d'un suivi de l'autour des palombes. Donc, c'est un grand prédateur. Enfin, cet oiseau-là est en haut de la pyramide des oiseaux. Donc, c'est un grand chasseur forestier. Bon, les arbres porteurs de polypodes vulgaires et puis donc le lichen, c'est des raretés dans les forêts de luté. Donc, on a trouvé ça intéressant de les connaître. Les tessonnières, donc c'est pour la prise en compte de la gestion et puis avoir une idée de la présence de l'espèce dans ces forêts aussi. Donc, et pour les aubépines, c'est des raretés dans les forêts de luté. On peut passer à la suivante. Donc aujourd'hui, on a des informations sur 14 000 hectares parcourus. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, on a une loge de pic noir pour 52 hectares. Donc, quand on a eu ces données-là, au bout de 2-3 ans d'inventaire, bah, ça a mis à plat toutes les discussions. Donc, on a dit, on a décidé unanimement de ne plus marteler les arbres porteurs de loge de pic noir. Donc, la loge de pic noir, c'est une grosse loge hein, qui fait à peu près une bonne dizaine de centimètres de hauteur. Là, vous voyez sur la photo. Et puis, 7-8, ouais, une petite dizaine de centimètres de largeur. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ça fait une grande cavité dans le tronc et derrière, il y a une succession d'habitants qui viennent après, une fois que la loge n'est plus occupée par le pic noir. Donc, ça va de la chouette hulotte, les abeilles sauvages, la martre, et j'en passe. Donc, aujourd'hui, on a connaissance de ce réseau de loges. Donc, on a une aire de rapace pour 50 hectares. Une blairotière pour 43 hectares, euh, et puis une soixantaine de stations de lichen pulmonaria. Donc, euh, et la ressource rare, ça représente 6 tiges à inventorier par hectare en moyenne. Et puis, enfin, ça, c'est pour vous donner une idée du temps que ça peut prendre en martelage. Parce que quand on déroule tout ça, ça peut paraître impressionnant, mais ça peut être, enfin, finalement, c'est quelque chose qui prend pas, enfin, ça n'impacte pas l'activité de martelage, quoi. Et puis une donnée naturaliste par jour de martelage maximum. Donc, le temps consacré au relevé est quand même marginal et compatible avec le temps passé à marteler. Margot. Donc, tout ça a constitué des jeux de données, hein. Enfin, ces données sont intégrées à une base de données. Donc, je l'ai dit, les données sont remplacées à chaque fois qu'une nouvelle parcelle est martelée, qu'un nouveau jeu de données est intégré. Et donc, il y a eu des études qui ont utilisé nos données donc, pour le projet Tramet, par exemple, avec l'INRA. Donc, on a mis à disposition le jeu de données des loges de pic noir pour mettre en place cette étude. Voilà. Et dernier exemple, Margot, c'est pour le blaireau. Donc, c'est la caractérisation de l'habitat du blaireau européen en Haute-Marne sur l'unité territoriale d'Aubrive. Donc, ça permettait aussi de comparer l'utilisation de l'espace entre les plateaux calcaires enfin, du plateau de Langres et puis enfin, ce qui peut se passer en Lorraine. Donc, François nous en parlera juste après. Donc, on voit que ces ensembles de données, ça permet de bien connaître nos forêts à partir des données de base de l'aménagement. Donc, on complémente à chaque fois en martelage aussi des informations sur le peuplement et sur un certain nombre d'espèces. Donc, je répète, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour faire ces choses-là. On peut adapter enfin, les éléments qu'on va noter, enfin, on peut l'adapter à ces forêts ou aux massifs forestiers sur lesquels on évolue. Donc, bah, je trouve ça assez intéressant. Et puis, ce qui est vraiment le plus, c'est que dans notre cas, on a pu faire le pont avec la recherche scientifique.
Et c'est toujours aussi intéressant et on apprend beaucoup au contact des personnes qui viennent étudier sur place nos données. Margot. Donc, on a des bases de données uniques. Enfin, pour conclure, on peut produire des cartes thématiques aussi, présence des espèces, les habitats, trames de vieux bois. L'évolution dans le temps est importante aussi, hein, parce que on est dans une phase de changement climatique où on ne sait pas trop où on va. Donc, on a un état zéro qui est peut-être pas placé au bon moment, mais on a déjà une situation de départ et puis on va voir comment ça évolue. Donc, par exemple, il y a de grosses interrogations sur les loges de pic noir, le maintien des loges du pic noir, qui sont surtout dans des hêtres dans notre région, et comment ces choses-là vont évoluer dans le temps avec des hêtres qui dépérissent et qui meurent, quoi. Et enfin, ce qui est important, c'est le lien avec la recherche. Donc, nos jeux de données intéressent des chercheurs, et ça, c'est un truc à avoir, hein, dans un coin de la tête aussi, quoi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour cette présentation. Et à nouveau, Marlène, je te laisse la main du coup, pour les questions. Oui, alors il y avait une question, Jean-Jacques, par rapport au... Tu disais que le temps passé à faire les inventaires lors des martelages était assez négligeable. Tu pourrais nous donner un peu un ordre d'idée de combien de temps ça prend euh, pour une équipe de combien de personnes, par exemple, sur combien de surface? Donc, actuellement, enfin, si je me souviens bien, on martèle 18-20 hectares à 5 personnes par jour. Quand on a annoncé ce chiffre-là avec des collègues du Grand Est ou de Bourgogne-Franche-Comté, on était visiblement dans la moyenne, quoi. Donc, on martèle pas moins vite ni plus vite que les autres équipes. Euh, et puis, donc, en plus, on récolte des données telles que je vous les ai décrites, quoi. Donc, enfin, pour moi, c'est le relevé, la prise de temps, enfin, le temps consacré au relevé est quand même largement compatible, n'est pas trop lourd à gérer pour une équipe de marteleurs. Et ça permet de faire le lien. Il y avait une question par rapport à la forêt privée. Si on veut faire ce type de relevé dans le cadre où du coup les actes de gestion sont tarifés pour un propriétaire privé, est-ce que tu penses que c'est plutôt acceptable du point de vue des propriétaires? Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour peut-être euh, argumenter le travail nécessaire que ça peut prendre? Bah oui, enfin, je comprends la question et enfin, comme je l'ai dit aussi, il faut adapter enfin, si on est intéressé par cette démarche-là, bien sûr, hein, enfin, il n'y a pas d'obligation. Enfin, c'est un exemple, hein. Donc, si les collègues souhaitent se lancer là-dedans, peut-être qu'il faut discuter. Enfin, faut déjà sensibiliser le propriétaire, à mon avis, pour que lui dire, est-ce que vous êtes partant pour faire ça? Et puis peut-être réajuster dans la mesure où on considère que ça prend du temps en plus, c'est le prix de la prestation, quoi. Après, il y a des possibilités de financement extérieur. Enfin, il faut se renseigner s'il y a des choses, si on est en zone Natura 2000, par exemple. Bon, pour le parc de forêt, il n'y a pas de financement supplémentaire, mais enfin, après, il faut se renseigner s'il y a des financements possibles. Ça existe aussi. Mais c'est pas hyper fréquent non plus, les financements extérieurs. Justement, en parlant de financement, il y a une question. Quand il y a des recherches scientifiques qui sont ensuite conduites à partir de ces données, est-ce que c'est possible d'avoir des aides ou des subventions de la part de la commune, par exemple, ou de la collectivité? Pour les études? Oui, je veux dire quand les données récoltées donnent lieu à des recherches scientifiques derrière. Non, dans notre cas, non. On met à disposition les données, et puis après, on a des gens qui viennent nous dire, enfin, qui viennent faire des prélèvements, qui viennent passer du temps en forêt. Enfin, dans le cas de Tramet, il y a eu de l'ADN environnemental de fait, donc on a les résultats. Et, enfin, enfin, ils contribuent à la meilleure connaissance enfin, on a un autre niveau ou un autre angle de vue de la connaissance des forêts sur lesquelles on travaille, quoi. D'accord. Et alors peut-être une toute dernière question qui est peut-être un peu plus technique. Quels outils vous utilisez pour enregistrer ces données dans ton unité? Donc, les outils, c'est assez. Enfin, c'est des outils enfin, qui existent à l'Office national des forêts, donc c'est avec le téléphone, le MDS.
Donc sur notre téléphone, on a une application qui sert à marteler, donc qui permet de calculer les volumes, les prélèvements, les surfaces terrières, le nombre de tiges, tout ça, enfin qui donne un certain nombre d'informations. Puis toute la cuisine utilisée enfin toute la numérotation des coupes, enfin d'organisation du martelage. Euh, et donc, alors, je lis en même temps les commentaires, donc ça me déconcentre. Donc, on peut saisir les arbres habitats dans cette partie-là, vivants, morts, et puis on peut saisir aussi un certain nombre de DMH qui nous semblent importants. Donc, enfin, je crois que en martelage, on n'a pas le temps de décrire tous les DMH. Par contre, je pense que c'est intéressant de se dire, enfin, de dire, il faut qu'on a envie de connaître les DMH, par exemple, les grandes cavités attéraux de pied ou sur le tronc. Ça vaut peut-être le coup de les dénoter, de préciser enfin, qu'on a vu un arbre dans telle parcelle avec une cavité attéraux. Mais on ne peut pas être exhaustif pour l'ensemble des DMH. Donc ça, c'est dans la partie martelage. On peut éventuellement, enfin c'est pas super pratique, mais on peut le faire, techniquement c'est possible, saisir les ressources rares aussi. Et sur une autre application qui s'appelle GeoRelevé ou Relevé maintenant, on a développé sur l'UT un petit programme qui permet de saisir ce que je vous ai indiqué. Donc l'éloge de pic noir, donc on décrit l'essence, le diamètre de l'arbre, on saisit la position, et puis donc le nombre de loges. Et puis ainsi de suite pour les blaireaux, nombre de gueules, les aires de rapace, sur quelle essence, diamètre de l'arbre, porteur, et puis un certain nombre de choses comme ça. Donc on jongle sur deux applications au cours du martelage, et, enfin c'est assez pratique pour ça, quoi. Voilà ce que je peux dire pour la saisie. Et après, donc, c'est récupéré en fin de saison de martelage pour intégrer la base de données qui est mise à jour sur l'UT. Super. Bah, merci beaucoup Jean-Jacques pour ton partage d'expérience. Je vous propose qu'on enchaîne avec un cas d'étude qui resserre encore un peu plus l'entonnoir de notre webinaire et qui donne un sujet précis avec le cas du blaireau. Donc François, est-ce que Hein. tu peux partager ton écran? Euh, Là. Tac. Ok. Et donc, on va y aller. Ok. Tac. Je pense que c'est bon. Impeccable. Voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est parfait. Parfait. Eh bien, c'est à toi François. Ok, donc oui, merci. Alors, je vais clôturer le web séminaire. Donc, merci aussi pour l'invitation, parce que c'est relativement rare qu'on puisse parler du blaireau. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation. Donc, on va faire un peu l'écho de ce qui a été dit, notamment des travaux menés à Auberive, dans l'unité territoriale d'Auberive. Mais avant ça, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le blaireau et puis pourquoi aussi s'intéresser au blaireau. Parce que beaucoup de gens voient du blaireau plutôt mort sur la route, mais en fait, c'est aussi un sujet d'étude. Donc, pour rappel, rapidement, le blaireau, c'est un mammifère de l'ordre des carnivores, hein, donc d'une famille des mustélidés. Dans le monde, on a 23 genres et puis 5 qui ont la tête, en tout cas la corpulence d'un blaireau. Et puis dans le genre mélèze qui nous intéresse, on a 4 espèces. Et puis en Europe, on a ce qu'on appelle le blaireau européen, un mélèze qui a une très large répartition en Europe. Vous avez peut-être tous vu des blaireaux, ou en tout cas, voilà, si vous avez croisé, c'est un animal qui mesure à peu près 1 mètre de long, 30 cm de haut, avec une queue d'à peu près de 20 cm, qui pèse entre 8 et 12 kg, avec bien sûr une variation entre les mâles et les femelles, une variation en fonction des saisons, comme beaucoup de mammifères. Mais donc, c'est un animal qui fait son poids. L'habitat en fait du blaireau, donc on peut le trouver partout, hein, le blaireau, mais c'est quand même un animal forestier qu'on trouve en forêt, qui apprécie les mosaïques de paysages. Donc là ici sur ce bloc diagramme, un peu les paysages que le blaireau apprécie, en tout cas dans nos forêts tempérées européennes, hein. Donc il aime bien être dans des forêts avec un couvert forestier de feuillus, pardon. Il aime bien aussi qu'à côté, il y ait des prairies naturelles, des cultures, des pâtures.
Alors, il vit dans les terriers, on le verra tout de suite après. Donc, pour creuser ces terriers, il aime bien avoir des sols meubles, faciles à creuser. Il apprécie aussi particulièrement les reliefs un peu accidentés avec des pentes. Quand il creuse dans les pentes, c'est souvent dans des pentes assez fortes, hein. Il s'éloigne généralement des infrastructures humaines. Et puis, dans des contextes, contexte méditerranéen, on observe que le blaireau aussi recherche l'eau, hein, et les ressources en eau, parce que c'est là où il y a le plus de nourriture potentielle. Donc, c'est un animal forestier, hein, qui apprécie donc les mosaïques de paysages. Alors, le blaireau vit dans des terriers. Donc, pour faire très simple, il y a plusieurs types de terriers. Vous en avez peut-être tous rencontré en forêt, hein. Quand c'est un grand terrier, on arrive dans un champ de mine avec des trous, des bosses, hein. Donc, dans nos forêts françaises et européennes de plaine, on distingue globalement, ce qu'on appelle les terriers principaux. Donc, ce sont généralement de grands terriers, voire de très grands terriers, de plusieurs centaines de mètres carrés, avec beaucoup d'entrées qu'on appelle les gueules. Alors, ces terriers principaux, c'est la résidence principale des clans familiaux, où donc les blaireaux vivent quasiment toute l'année, où il y a de la reproduction régulière, hein. Donc, c'est vraiment la résidence principale. Et puis, souvent, sont associés à ces terriers principaux un certain nombre de terriers secondaires, alors qui sont plus ou moins proches des terriers principaux, à la périphérie du domaine vital. Ce sont généralement des petits terriers à utilisation très variée en fonction des individus et du temps, de petites surfaces avec un nombre de gueules relativement restreint. Donc ça, c'est une typologie simplifiée, hein, qui est utile quand on va sur le terrain. Le blaireau est un animal social, généralement, qui vit en groupe sociaux, en groupe familial. Là aussi, généralement, on a entre 2 et 5 adultes. Et puis, quand il y a des naissances, on a entre 1 et 4 jeunes, hein. Donc là, de la taille d'un groupe familial, c'est entre 3 et 5, 6 individus. Il peut y avoir des groupes sociaux beaucoup plus importants, hein, notamment en Angleterre, où on a des groupes avec plusieurs dizaines d'individus. Mais c'est relativement peu fréquent. Nous, c'est plutôt autour de 3, 4 adultes. Et puis, quand il y a des naissances, 2, 3, 4 jeunes. Donc voilà un peu comment s'organise très rapidement le blaireau, la typologie et le groupe familial. Alors après, on se dit, quelle est cette idée saugrenue d'intégrer le blaireau dans la gestion forestière? En fait, il faut savoir que le blaireau, ça a été et c'est encore un modèle pour la recherche scientifique. Donc Jean-Jacques a commencé un petit peu à en parler. Alors, historiquement, le blaireau, il a été étudié dès les années 40-50 en Angleterre, donc en éthologie, hein, pour préciser son comportement. Bon, par un chercheur très célèbre, Niels Ernst, qui a publié son premier ouvrage en 1948. Et cet ouvrage, il a été réédité de très, très nombreuses fois. Donc, c'est une référence pour tous ceux qui s'intéressent au blaireau. Donc déjà, première chose, connaître cet animal, hein, son comportement, son régime alimentaire, enfin tout de l'éthologie classique. Ensuite, le blaireau, il a été aussi utilisé, ça a été un animal modèle pour les théories comportementales, avec la question pourquoi vivre en groupe? Quel est l'avantage en fait des mammifères de vivre en groupe? Donc le blaireau a été un modèle pour une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de la dispersion des ressources dans les années 70-80, où les premiers travaux ont réfléchi sur les relations entre la taille d'un territoire ou d'un domaine vital, la taille des groupes sociaux et puis la dispersion des ressources dans ce territoire. Quelles étaient les relations entre tout ça? Est-ce qu'il y avait des relations de causalité ou pas? Donc le blaireau a été un des mammifères modèles d'études pour ces concepts en fait de comportement, et il a été appliqué ensuite par plein de chercheurs sur d'autres taxons, et bien sûr, comme toute théorie, elle a été remise en cause, et il y a de très nombreuses théories annexes et qui se sont écoulées, enfin, qui ont été issues de cette théorie initiale. Donc c'est encore très vif, hein, sur cet aspect-là, et donc il y a encore beaucoup de travaux scientifiques sur ces notions de pourquoi vivre en. Autre chose, pourquoi le blaireau il a été étudié, vous savez peut-être aussi, hein, donc dans le cadre de la tuberculose bovine. Donc il faut savoir, c'est une mycobactérie qui se transmet entre les bovins, de bovin à bovin,
Et la faune sauvage, alors le cerf, sanglier et blaireau sont en fait des réservoirs. Donc là, les bovins transmettent cette maladie à ces animaux-là qui, en retour, vont le transmettre aux bovins. Donc là aussi, beaucoup de travaux sur la tuberculose bovine pour voir comment notamment le blaireau était porteur, pour faire des suivis, hein, puisque c'est une zoonose, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et donc beaucoup de travaux ont porté sur ça, et il y a encore des surveillances sanitaires sur cet animal-là pour cette problématique de santé bovine et humaine. Et puis, dernier aspect, ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est un ingénieur de l'écosystème et de la biodiversité. Alors, à travers deux choses, je parlerai simplement de la deuxième, hein, mais donc le blaireau, à travers ses terriers, va également va être un pourvoyeur, ou en tout cas de conditions écologiques qui vont être favorables à d'autres taxons. Donc, il y a eu pas mal de littérature aussi sur ces aspects-là, avec les partages de terriers. Alors, une chauve-souris, là j'ai mis les chauves-souris, j'ai mis tout ce qui est micro-mammifères, les partages avec le renard, les partages avec le chat forestier. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont montré que le blaireau pouvait partager son terrier avec d'autres animaux. Et puis, deuxième aspect qui nous intéresse aujourd'hui, le blaireau va modifier un certain nombre de conditions au niveau de son terrier qui va peut-être favoriser des fonctionnements du sol et de l'écosystème un peu différents et avoir des répercussions notamment sur la biodiversité et la biodiversité végétale. Donc le blaireau, hein, est un modèle pour la recherche scientifique, et on l'intègre parce que il peut jouer le rôle d'ingénieur de l'écosystème et modifier localement un certain nombre de choses. Alors comment on l'intègre? Donc là, Jean-Jacques en a un petit peu parlé, hein. Intégrer le blaireau, c'est déjà connaître où il est, hein, et donc relever les terriers pour la recherche. Donc avec Jean-Jacques, effectivement, il y a quelques années, on a travaillé sur les terriers de blaireau que les forestiers relevaient en forêt. Donc relever les terriers, c'est très très important dans les actions de martelage, hein, c'est relativement simple à faire. Et puis ensuite, après, quand on utilise un protocole un peu standardisé, on est capable de faire du travail scientifique derrière, hein. Donc là aussi, quand on relève des choses, alors là on a parlé des pics noirs, on parle des blaireaux, mais toute donnée écologique, ce qui est très important, c'est d'essayer de le faire sur des protocoles standardisés qui permet ensuite de concaténer de la base de données et de réfléchir et de faire des travaux scientifiques, donc d'être sûr, entre guillemets, de la validité scientifique de la donnée. Donc ça, c'est important d'avoir des protocoles standardisés pour un certain nombre de relevés en écologie. Alors, donc nous, on a travaillé sur l'UT d'Auberive, donc sur une surface d'à peu près 110 km². Et donc là, les travaux préalables de Jean-Jacques et de son équipe, hein, ont permis de savoir où étaient les terriers. Et puis, il y a une de mes étudiantes qui a travaillé pendant 2 mois à l'unité territoriale d'Auberive pour aller relever tous les terriers et de les décrire selon le protocole standardisé. Ce qui nous a permis d'avoir la localisation précise des terriers, la description de l'ensemble des paramètres écologiques, ce qui nous a permis aussi d'avoir la densité au kilomètre carré, la description des différentes caractéristiques des terriers principaux, des terriers secondaires, leur surface, leur longueur, leur largeur, etc., etc. Donc, à noter que les terriers qu'on observe à l'unité territoriale d'Auberive, par rapport à d'autres situations écologiques que l'on peut avoir en France, en tout cas, les terriers principaux sont relativement des grands terriers, hein, souvent plus de 1000 m² avec de très, très nombreuses gueules. Donc ça, c'est une caractéristique de l'unité d'Auberive, très certainement en relation avec la difficulté de creuser, hein, puisqu'on est sur Jean-Jacques l'a dit, sur les calcaires durs. Donc c'est toujours compliqué d'aller creuser, hein, et donc on va plutôt réutiliser au cours des décennies les terriers et puis les agrandir plutôt que d'aller en creuser des nouveaux. Donc on peut déjà faire ce genre de choses, donc la connaissance pratique des blaireautières, hein, de leur localisation et de leurs caractéristiques écologiques. Et puis, à partir de là, on peut faire des typologies de terriers, hein, donc à partir des relevés, déterminer la taille des terriers, est-ce qu'on en a des petits, des grands, avec un nombre de gueules différents, les relations avec la distance à la lisière, les surfaces terrières, les surfaces de recouvrement des arbres, etc. Enfin, toutes les variables écologiques que l'on peut prendre quand on décrit l'environnement et les terriers.
Donc on peut établir des typologies locales de terriers. Une fois que l'on a ça, on peut aller un petit peu plus loin en se posant la question de comment les terriers en fait s'organisent dans l'espace. Y a-t-il des structures un peu particulières? Est-ce que les terriers sont totalement répartis d'une façon aléatoire? Est-ce qu'ils sont d'une façon régulière? Ou est-ce qu'il y a une agrégation des différents types de terriers? Donc à partir de là, on peut mettre en place ce qu'on appelle des calculs de probabilité de distribution des terriers avec des fonctions d'analyse spatiale. Et donc on aboutit à ce genre de carte que vous avez sous les yeux, hein, avec les zones un peu plus vertes foncées, c'est les zones d'agrégation des terriers, et puis les zones plus claires, c'est qu'il n'y a pas de terriers ou les terriers sont non agrégés. Donc on peut mettre en évidence une structure agrégée des terriers, ce qu'on rencontre assez souvent en forêt, en contexte forestier de plaine, hein, où on a des terriers qui se regroupent. Donc on a des terriers principaux avec un certain nombre de terriers secondaires pour former donc un ensemble de terriers dans lesquels vivent les clans familiaux. Et donc à partir de là, on peut déterminer des distances d'agrégation entre ces groupes de terriers et puis en déduire le nombre de groupes sociaux en partant du principe qu'un groupe social, c'est un terrier principal plus un certain nombre de terriers secondaires avec une certaine territorialité. Et donc, on peut, à partir de là, estimer le nombre de groupes sociaux. Donc, il y a plein de possibilités de le faire. Là, je vous donne simplement une des estimations possibles que l'on avait faites au niveau de l'unité territoriale d'Auberive, en considérant que nos grands lots terriers principaux, donc je vous avais dit nos lieux de résidence, c'est les grands terriers, que l'on a des distances d'agrégation autour de 700, 500, 600, 700 mètres. On a un certain nombre de groupes sociaux. Si on part du principe qu'en moyenne, on a 3 adultes par groupe social, eh bien, on arrive à peu près 150 blaireaux adultes pour 110 km², ce qui nous donne des estimations de l'ordre de 1,4, enfin 1 à 2 blaireaux par km², ce qui est relativement cohérent avec ce que l'on observe en Europe de l'Ouest, hein, des densités relativement cohérentes. Alors ça, c'est important parce que ça permet d'avoir en fait des estimateurs. Alors bien évidemment, il ne faut jamais, quand on fait, ça c'est un principe de base, quand on fait des estimations des populations animales, c'est très très difficile, et notamment pour le blaireau. Donc il faut toujours donner des fourchettes, hein. Donc là, je vous ai simplement donné un exemple, mais bien évidemment, il faut mettre un certain nombre d'hypothèses et toujours donner des fourchettes d'effectifs et jamais un chiffre précis parce que c'est totalement impossible, hein. Donc ça, c'est une première chose que l'on peut faire, connaître un peu la structuration et puis les populations des animaux en fonction des relevés de terriers. Donc on peut passer de relevés de terriers à des estimations de population. Alors ensuite, on peut faire autre chose. Donc là, je sors de l'unité territoriale d'Auberive. Donc là, c'est des travaux qu'on a menés récemment dans une forêt de plaine en Lorraine, hein, la forêt domaniale de Besange-la-Grande, qui est une forêt qui est un massif forestier qui est très favorable à la présence de blaireaux, hein. Donc on est sur de la chênaie adulte sur sol riche, avec une ressource alimentaire importante, des vers de terre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de blaireaux. Et donc, l'objectif, c'était de se dire, est-ce que le blaireau peut modifier localement les conditions du milieu et favoriser une certaine biodiversité? Biodiversité végétale, alors ordinaire, extraordinaire, on ne savait pas trop. Donc, on avait quelques références à l'international qui montraient, alors notamment des travaux menés en Pologne et en Allemagne, qui montraient qu'on avait effectivement une variabilité locale de la biodiversité végétale, que le blaireau donc modifiait bien les choses. Donc il y avait très peu d'études en France menées sur ça, donc on a fait ce travail-là. Donc la difficulté, bien évidemment, c'est que il faut avoir des terriers occupés et puis des zones comparables à proximité, hein. Donc à partir d'un pool de très très important de terriers, on est obligé de réduire au maximum, de bien choisir ces terriers sur lesquels on va faire les analyses pour éviter toutes les dérives, les biais, hein. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc là, ce qu'il nous fallait, c'est d'avoir des terriers qui étaient actifs et occupés, dans lesquels on avait des animaux connus, les clans familiales connus. Donc nous, parallèlement, dans ces forêts-là, on fait des suivis par caméra photo depuis des années, donc on connaît exactement la dynamique de population, le nombre d'individus. Donc ça, c'est important aussi à voir. Il fallait qu'on ait des conditions homogènes, que l'on n'ait pas de perturbations dues aux interventions sylvicoles, et puis qu'on ait des zones qui soient homogènes et comparables à celles du terrier à proximité pour avoir une espèce de relevé le témoin. Donc ça, c'est pas toujours évident.
Et puis donc ensuite, on a fait nos relevés floristiques classiques comme les botanistes peuvent le faire, hein. Donc on a relevé les différentes espèces et puis on leur a attribué des coefficients d'abondance-dominance et puis ensuite comparé, à savoir est-ce qu'on a le nombre d'espèces est équivalent, est-ce que ce sont les mêmes espèces, est-ce que, etc., etc. Donc à partir de là, on peut faire un certain nombre de choses. Et donc ce qu'on observe dans cet exemple-là, hein, c'est qu'effectivement, on a une flore localement au niveau des terriers qui est différente de ce que l'on peut avoir à côté, hein. Alors, ce n'est pas des espèces rares, c'est de la biodiversité complètement ordinaire, mais il faut aussi s'intéresser à cette biodiversité ordinaire, parce que la biodiversité ordinaire peut, dans le futur, on ne sait jamais, devenir extraordinaire, hein. Donc, c'est important d'avoir cette biodiversité ordinaire. Et donc, on observe que localement sur les terriers, alors là, vous avez les espèces favorisées et puis les espèces défavorisées. Alors, on a des espèces qui témoignent d'une richesse en un élément chimique, l'azote, plus importante. On a souvent aussi des espèces sur les terriers qui sont des espèces dont les traits fonctionnels nous disent qu'elles sont disséminées par les animaux. On a aussi des espèces qu'on dit à stratégie rudérale, stricte ou partielle, c'est-à-dire qu'elles sont capables de résister à des zones perturbées, hein, parce que si les blaireaux, par leur activité, ils vont dénuder le sol, ils vont faire une activité un peu de déblai importante, hein. Donc, c'est des zones toujours perturbées. Et donc, les espèces qu'on observe sont beaucoup des espèces qui supportent ça. Et puis, on a aussi des espèces non forestières. On va retrouver des espèces non forestières. Alors là, dans ce massif-là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait aussi, dans le cadre d'exercices que je fais avec mes étudiants, on avait analysé la biodiversité globale sur l'ensemble de la forêt à partir de plusieurs centaines de relevés floristiques, l'a fait complètement en forêt et sans tenir compte des blairotières, hein. Et on observe que les espèces qu'on retrouve fréquemment sur les terriers, ce sont aussi des espèces qui sont peu fréquentes à l'échelle de la forêt, hein, en tout cas dans la forêt. Donc, on a bien une flore qui est un petit peu particulière, hein. Alors, dans l'exemple qu'on en a observé, on a voilà, du gallium, la stellaria media, le mouron des oiseaux, etc. Enfin, on a des espèces qu'on retrouve peu en forêt, on retrouve dans les lisières, dans les haies, mais peu en contexte forestier. Et ce que je vous disais, ça, c'est aussi très cohérent avec des travaux précédents menés en Pologne et en Allemagne. Et donc, on a bien localement, le blaireau joue bien euh, un rôle d'ingénieur en modifiant localement la végétation. Donc ça avait été montré par d'autres taxons, hein, par les oiseaux, sur les cervidés, etc., mais peu encore sur les blaireaux. Donc c'est un des intérêts. Voilà. Donc le blaireau peut, en tant que tel, peut modifier localement le fonctionnement du sol, le fonctionnement, enfin, de l'écosystème et permettre une biodiversité végétale différente. Alors, maintenant, pour finir rapidement, gestion forestière et blaireau. Donc, comment on fait quand on a du blaireau dans une forêt? Alors, sur la photo là de gauche, on peut le signaler. Donc, ça, c'est des choses que font les forestiers, les collègues forestiers en Lorraine, là, quand ils ont des grosses blairotières pour éviter de tout couper, que les travaux forestiers endommagent trop le contexte autour des blairotières. On le marque, hein, donc il y a un marquage qui se fait comme ça. Et puis là, je vous montre sur les photos de droite, là, les flèches indiquent la présence des terriers. Donc là, c'est des terriers que je suivais depuis des années. Et puis, il y a eu des coupes un peu brutales au niveau des terriers, hein, et à proximité des terriers. Et donc, il y avait des pièges, des caméras qui étaient posées. Sur ces terriers-là, c'était des terriers principaux, donc avec une présence constante d'individus et puis aussi présence de jeunes. Et au moment des coupes, donc c'était des coupes de printemps, les jeunes étaient sortis, étaient nés, mais il y a eu quand même des interventions sylvicoles un peu importantes. Et je me suis dit, j'ai quand même laissé les caméras pour voir un peu ce qui se passait dans ces terriers-là. Et les blaireaux étaient surpris, en fait, mais comme le milieu restait quand même relativement... Alors, il changeait, hein, son environnement a quand même beaucoup changé, mais le milieu restait quand même favorable.
Les blaireaux ont été surpris pendant quelques temps, puis ensuite ils ont retrouvé leurs comportements normaux, hein, de sortie, de jeu, etc., même dans ces environnements un peu perturbés, hein. Donc voilà. Alors, il y a eu des cas aussi autres où là, il y a eu des répercussions plus importantes. Quand vous avez un engin forestier qui passe en plein milieu d'une blairotière, parce qu'elle n'a pas été signalée, bien évidemment, là, ça écrase complètement toutes les gueules et toutes les entrées, et là, les blaireaux ne reviennent jamais, hein, ça c'est clair aussi. Mais en tout cas, dans ces exemples-là, euh, une coupe un peu intense autour des terriers n'a pas modifié durablement le comportement de ces animaux, qui résistent quand même à pas mal de perturbations. Donc voilà un peu sur la gestion forestière et le blaireau. Et puis bien évidemment, pour finir, je vous montrerai quelques exemples, hein, voilà. Donc ça, j'espère que vous n'avez pas vu que des blaireaux morts, hein. Donc ici, c'est 4 blaireautins sur un terrier qui est très très intéressant, alors qui est dans un bunker, hein, parce qu'en Lorraine, on a aussi beaucoup d'ouvrages des différentes guerres, hein. Donc là, c'est des blaireautins, hein, qui étaient nés. Alors, ils sont déjà un peu vieux, hein, mais c'était des animaux de l'année. Voilà. Donc on peut les voir aussi à certaines saisons, les voir sortir en plein jour, hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on remarque, on voit bien. Et puis pour vous dire aussi qu'il peut y avoir un partage avec des terriers, avec d'autres animaux sur les terriers. Un animal aussi qu'on a la chance d'avoir beaucoup en Lorraine, qu'on voit assez fréquemment, en tout cas en forêt autour, c'est le chat forestier, hein. Donc le chat forestier peut partager, peut, peut se trouver dans des terriers de blaireaux, hein. Donc là, c'est un beau chat forestier qui va voir ce qui s'y passe. Et puis, le dernier animal que je vais vous montrer, évidemment, il peut y avoir aussi la présence de renards et de renardeaux. Donc là, bah, c'est un coup de peau, hein, si on pose un piège, et puis la renarde vient nourrir ses jeunes juste au niveau du piège, en pleine lumière, etc. Donc voilà, donc ça, c'est des scènes qu'on aime bien voir, hein. Alors pour la petite histoire, ce terrier-là a été occupé par des blaireaux. L'année où la renarde a décidé de s'installer, bah, les blaireaux sont partis et se sont installés juste sur un terrier qui est à 50 mètres de celui-là. Donc, et c'est des terriers qui sont, a priori, qui sont communicants. Mais en tout cas, là, cette renarde avait décidé de s'installer sur cette partie-là du terrier, et les blaireaux sont partis et puis ont été sur le terrier un peu plus loin. Voilà, donc rapidement ce que je voulais vous dire sur les blaireaux, et puis maintenant j'attends vos questions et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François, pour la présentation. À nouveau, Marlène, je crois qu'on a reçu quelques questions pour toi, François. Oui, exactement. Alors, les premières réactions, c'était donc déjà, on a bien compris, François, après ta présentation, que le blaireau influençait la biodiversité aux alentours des terriers. Est-ce qu'il y a un impact de ce réseau de terriers justement sur le développement de la strate arborée ou alors sur le système racinaire des arbres? Moi, j'ai jamais constaté ça, hein. C'est-à-dire que j'ai jamais observé de limitation du développement d'arbres autour des terriers, hein. Ça peut favoriser certaines espèces. Alors, au contraire, on remarque souvent la présence de merisiers, hein, de merisiers aussi très fréquemment autour des terriers de blaireaux, hein. Alors là, c'est pas forcément le blaireau qui l'amène, hein, ça peut être le renard. Mais voilà, donc on a des espèces comme ça aussi qui sont un peu plus fréquentes. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais observé de mortalité ou de choses comme ça avec les blaireaux. Alors, ça ne veut pas dire que si un blaireau commence à avoir une activité de creusement très très importante, c'est sûr qu'il va sans doute déchausser les arbres, hein, et puis ça peut tomber. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais constaté ça. D'accord. Et est-ce que dans les sites que tu as étudiés, tu as eu des problèmes de piégeurs, par exemple? Parce qu'il y avait une question qui disait que quand on marque comme ça les terriers des blaireaux, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les indiquer justement à d'autres personnes mal intentionnées? Moi, j'ai pas eu ce retour d'expérience. Oui, c'est toujours le problème, hein, c'est toujours le, le problème pour les gens mal intentionnés. Moi, j'ai jamais eu ce retour d'expérience, en tout cas, d'indication des terriers, et puis piégeage, vénerie, destruction. Moi, j'ai jamais eu ça. Mais voilà, donc c'est vrai, c'est une question, hein, nous, dans nos forêts à l'école, on met plutôt, au lieu de mettre des grandes peintures, on met au moment des exploitations de la rubalise et puis on l'enlève après. Voilà, c'est une façon de protéger. Voilà.
D'accord. Alors, je pense qu'on a encore le temps pour une dernière question. Il y avait une personne qui demandait si tu avais pu corréler la concentration des terriers avec certains paramètres ou si c'était juste une histoire de proximité avec la ressource en eau et la facilité pour les blaireaux à creuser le sol. Bah, en fait, il y a une première chose, de toute façon, le blaireau va déjà choisir en fait la localisation de ses terriers en fonction des contraintes environnementales, hein. Donc c'est ce que je vous présentais, les sols meubles, faciles à creuser, et cetera. Donc ça, c'était une première chose. Et puis une fois que ces conditions sont remplies, il va quand même, privilégier l'agrégation, hein, de ces terriers autour. Ils vont creuser à un côté, il va te creuser des terriers secondaires un petit peu plus loin, hein, donc mais l'agrégation, ces structures agrégées se font aussi, en fonction bien sûr des contraintes environnementales, hein, et donc on connaît relativement bien, en tout cas il y a eu de très, très nombreux travaux menés en Europe depuis de très nombreuses années sur, les caractéristiques, environnementales qui favorisent ou défavorisent la présence de blaireaux. En tout cas en forêt, hein, voilà, hein, on est d'accord, hein, je reste dans mon contexte forestier, hein. D'accord. Euh, bon, alors, il y a encore une petite dernière question. Euh, Quel est du coup l'effet du blaireau sur la germination des graines? Parce que du coup, le blaireau, il fouille dans la litière et dans Mmh. les feuilles. Et est-ce que ça a un impact sur la germination des graines? Beh, les mécanismes sous-jacents à ce que je vous ai montré là, en fait, on les connaît pas, hein. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui montrent que, on a, les travaux menés en Pologne et en Allemagne montrent qu'il y a des modifications de la chimie du sol avec, certaines variations au niveau du pH. Quand ils remontent aussi de la terre, les conditions, enfin le type de matériaux est différent. Donc il peut effectivement avoir, une variation au niveau de la disponibilité chimique en éléments minéraux. Ensuite, il y a une modification de la structure, du sol, hein, parce que quand il fouille, ça veut dire que le sol, il est plus aéré, et cetera, et donc ça peut favoriser, en tout cas, la germination de certaines espèces. Ça peut en défavoriser d'autres, hein, mais donc les mécanismes sous-jacents à ces modifications locales de la biodiversité floristique, hein, sont encore très, très peu connus. Voilà. Super, merci François. Bon, alors, on a légèrement dépassé le timing qu'on s'était fixé. Mais bon, bah, je vous propose peut-être de clôturer ce webinaire. Margot, si tu veux faire le Oui, mot de conclusion. Merci beaucoup oui, François oui, pour tes réponses. ouais, merci, encore un grand merci à nos trois intervenants, intervenantes aujourd'hui. Et merci à tous celles et ceux qui ont participé, qui ont écouté en tout cas ce webinaire. Encore désolé pour les petits problèmes sur YouTube. En tout cas, sachez que le webinaire a été enregistré et qu'il sera disponible très prochainement donc, sur YouTube pour, en replay. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Encore merci. Merci à tous.